Première question, qui sont les représentants du personnel? Très rapidement, vous savez que depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, ce sont les salariés élus pour siéger au comité social et économique qui doit être mis en place dans toutes les entreprises de 11 salariés au moins. Je précise qu'à ce jour, alors que les CSE devaient être mis en place au plus tard pour le 31 décembre 2019, il y a encore malheureusement de très nombreuses entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés qui ne sont toujours pas dotés de cette institution représentative. Et dans le contexte actuel, cela manque cruellement. Alors, les représentants du personnel sont aussi les syndicats représentatifs dans l'entreprise et qui ont désigné un délégué syndical. Dans la fonction publique, je n'en parlerai plus après, mais je le précise quand même ici, dans la fonction publique, ce sont les agents qui siégeront au sein des comités sociaux d'administration, ou qui siègent encore aujourd'hui dans les comités techniques, ou les CHSCT par exemple. Et tous ces représentants, dans le contexte de crise que nous connaissons actuellement, sont particulièrement sollicités. Alors j'en viens maintenant directement au cœur du sujet. Quel est le rôle des représentants du personnel dans l'entreprise? Je crois qu'il faut partir du préambule de la Constitution de 1946, plus précisément l'article 8. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Et tout le droit des représentants du personnel se décline à partir de ce texte depuis la Constitution de 1946. Alors c'est ainsi que le CSE est obligatoirement informé, consulté sur toutes les questions qui intéressent l'organisation de l'entreprise, l'organisation du travail, la marche générale de l'entreprise, les conditions de travail, notamment la durée du travail, mais également sur tout aménagement susceptible de modifier les conditions de santé et de sécurité des salariés. Et le Code du travail dit bien informer et consulter, donc ce sont deux notions qui s'ajoutent, ce qui suppose que le CSE puisse exprimer, au terme de ce processus d'information et de consultation, un avis motivé qui devra servir à l'employeur dans sa prise de décision. Et ce processus doit permettre d'ouvrir un dialogue entre le chef d'entreprise et les représentants du personnel, permettre un échange, permettre aux représentants du personnel d'exprimer des contre-propositions, de faire des suggestions à la direction. Alors pour qu'elle ait un sens, cette procédure, elle doit de consultation, d'information-consultation, elle doit nécessairement précéder la prise de décision de l'employeur. Puisque ce processus, le résultat de l'avis du comité d'entreprise doit venir enrichir la décision que devra prendre l'employeur. Alors, dans le contexte actuel, il faut admettre que ce processus nécessite un certain temps. La loi dit que c'est 1 mois maximum. C'est le maximum, ça peut être beaucoup plus court. Et que ce temps, cette durée, n'est pas forcément compatible avec les décisions urgentes là, qui tombent en cascade en ce moment dans les entreprises et auxquelles elles doivent faire face. Et ce processus, il est sans doute aussi difficile à concilier avec les contraintes qui sont liées au confinement, par exemple, qui sont liées aussi au chômage partiel qui s'impose. Une ordonnance le précise, qui s'impose aussi aux représentants du personnel. Je voudrais quand même faire une petite parenthèse ici. Si le chômage partiel suspend le contrat de travail, il ne suspend pas le mandat des représentants du personnel. Donc, tout en étant au chômage partiel, ils continuent à pouvoir se déplacer dans les entreprises au moyen de leurs heures de délégation. Le temps qu'ils consacrent aux réunions avec la direction, c'est du temps de travail effectif et qui doit être payé comme tel. Alors pour tenter de pallier ces contraintes et de faire face à l'urgence, l'ordonnance du 1er avril 2020 et le décret du 10 avril 2020 aménagent les conditions d'organisation des réunions du comité social et économique en permettant très largement de recourir à des moyens de communication
modernes, la visioconférence, les messageries instantanées ou la conférence téléphonique. Et c'est évidemment un régime dérogatoire qui n'a pas vocation à perdurer, mais qui doit permettre au CSE de continuer leur mission dans ce contexte très particulier. Alors on comprend assez mal que la même ordonnance du 1er avril 2020 vienne modifier l'ordonnance du 25 mars 2020, qui prévoit, je vous le rappelle, un régime dérogatoire sur des questions très importantes, l'aménagement des congés, l'aménagement des repos, l'aménagement de la durée du travail dans l'entreprise. Et cette ordonnance du 1er avril, elle vient permettre aux employeurs de se dispenser dans un certain nombre d'hypothèses, de se dispenser de consulter préalablement le CSE. Il n'est plus tenu que d'une obligation d'information immédiate et il peut mettre en œuvre le régime dérogatoire qu'il aura choisi, c'est-à-dire par exemple augmenter la durée du travail pour la faire passer de 35 heures jusqu'à 60 heures par semaine, augmenter la durée du travail quotidienne pour les salariés qui sont de jour, également pour les salariés qui sont de nuit, en la faisant passer jusqu'à 12 heures. Et il n'a l'obligation que de recueillir l'avis du CSE après avoir mis en œuvre ces mesures et avoir fait usage des dérogations qui sont prévues par ces articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Alors, on se demande si cette consultation qui interviendrait après coup peut avoir encore un sens. Et je pense qu'on peut voir dans cette double dérogation au Code du travail sur la durée du travail par exemple, et dérogation aux prérogatives des représentants du personnel, on peut voir dans cette double dérogation, à mon sens, une mise entre parenthèses du dialogue social. Alors, en matière de santé et sécurité, on pense à cela évidemment aujourd'hui, il faut mettre en perspective les attributions du CSE avec, à mon sens, 3 articles du Code du travail. Je n'en lirai pas plus après, mais l'article L4121-1 que vous retrouvez sur mon PowerPoint. L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. L'article L4121-2, l'employeur doit éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre le risque à la source. Et enfin l'article 4122-1 qu'il ne faut pas oublier, il incombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ces actes ou omissions au travail. Les membres du CSE exercent en réalité les attributions des anciens CHSCT, donc ils ont en charge de vérifier que l'employeur évalue les risques de l'entreprise en contrôlant que le document unique d'évaluation des risques est à jour. Ils ont le pouvoir d'inspecter les locaux de l'entreprise, de diligenter des enquêtes en cas d'accident du travail ou de maladie à caractère professionnel. Ils peuvent demander une expertise lorsqu'ils sont confrontés à un projet qui modifie les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail des salariés dans l'entreprise. Ils ont aussi le devoir d'alerter leur direction en cas de danger grave et imminent, en cas d'atteinte et imminent, ou en cas d'atteinte, à la santé physique ou mentale des salariés. Et ce sont bien ces dispositions du Code du travail qui ont été mobilisées par les représentants du personnel et le syndicat solidaire dans l'entreprise Amazon, et qui les ont conduits à saisir le tribunal judiciaire de Nanterre en référé. Et dans son ordonnance qui a été rendue hier, 14 avril 2020, le tribunal a constaté d'abord, et notamment, que le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise n'avait pas été tenu à jour par la direction au sein de chaque établissement,
qu'il n'avait pas été actualisé avec les représentants du personnel et le tribunal a condamné Amazon avec une très forte astreinte à procéder sans délai à l'évaluation des risques professionnels inhérents à l'épidémie Covid-19 sur l'ensemble de ses entrepôts et en y associant les représentants du personnel. Cette décision est tout à fait intéressante et elle jette les bases d'une jurisprudence Covid-19. Concernant les syndicats et leurs délégués, comme vous le savez, ce sont les interlocuteurs privilégiés de l'employeur en matière de négociation, mais ils sont aussi un relais qui en ce moment est essentiel entre les salariés qui souvent sont très isolés, parce qu'au chômage partiel par exemple, et donc un relais important, essentiel entre ces salariés et leur direction. Et ils sont en ce moment particulièrement sollicités dans l'exercice de ces deux missions. Alors pour conclure, je voudrais citer l'accord de branche de la métallurgie qui a été signé le 3 avril dernier entre les partenaires sociaux, qui invite à la négociation dans les entreprises. Voilà ce que dit l'article 2 de l'accord. Le dialogue social en période de crise est un levier essentiel pour trouver des solutions. La négociation d'entreprise, mieux qu'aucune autre, doit être loyale et permettre d'apporter les réponses les plus appropriées. Gageons que les accords qui vont être signés dans les prochains jours par les partenaires sociaux dans les entreprises permettront de trouver les meilleures solutions au plus près du terrain pour nous permettre de surmonter cette crise sanitaire sans précédent, avec le souci majeur et primordial de préserver la santé des travailleurs, avec le souci majeur également de permettre la relance de l'activité et de notre économie. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt, j'espère, à Nancy, pour une prochaine conférence de l'AFDT Grand Est, en votre présence à tous.